Bonjour Vincent, Salut Arnaud. bienvenue sur Entrevue. Je suis ravi de t'accueillir pour cette parenthèse poético-musicale, on peut Bah, appeler ça comme ça. ouais, merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir. Qu'est-ce que t'as pensé de mon petit jingle là, d'entrée? J'ai trouvé que tu déchirais au piano. C'est court mais élégant. Ouais, c'est classe. Bon, tu t'appelles Vincent Pessama, t'as Yes. 45 ans, tu es auteur, compositeur et interprète. Tu as écrit 3 recueils de poésie qu'on voit ici et tu as sorti un album avec ton duo qui s'appelle Lueur. Ouais, avec Voilà. Pauline qui compose Lueur. On va parler, si tu veux bien, d'abord de ton écriture, et puis ensuite on ira plus sur la partie musicale. Est-ce que tu peux me dire à quel âge tu as commencé à écrire? Alors, il y a eu plusieurs phases, je dirais. Euh, Quand j'étais gamin, moi, l'écriture, ça a été un peu compliqué. D'abord parce que j'étais vraiment, mais vraiment nul en orthographe, en grammaire, quoi. Genre le gars qui a zéro à la dictée, tu vois. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vois bien. Et avec certains, pas des incites, mais certains profs qui vraiment mettaient des notes en dessous de zéro, tu vois. Donc j'avais même des moins, tu vois. Ah, oui, Donc d'accord. vraiment très, très, très La nul. grosse punition. Ouais. Euh, Après, j'ai été confronté aussi à autre chose. Tu vois, les rédactions, peut-être CE1, CE2, où on te dit, ben voilà, inventer une histoire. Et je me souviens que la toute première fois que j'ai écrit une histoire, mais elle avait ni queue ni tête, quoi. Ça voulait absolument rien dire. Et pareil, la maîtresse m'avait dit, mais Vincent, je peux même pas te donner de notes, je comprends rien. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'avait pas de sens. Et en fait, il a fallu, donc on m'a demandé de recommencer. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une jeune fille qui venait nous garder à la maison, genre babysitter, tu vois. Et Mhm. je sais plus exactement ce qu'elle m'a raconté, mais elle a trouvé les mots pour me dire qu'en fait, bah non, c'était super, que je pouvais inventer des trucs, que j'avais dans la tête, tout ça. Donc, je sais plus exactement ce que j'ai raconté, mais ça se passait dans le désert. Bref, c'est la première histoire que j'ai écrite parce qu'on m'avait expliqué qu'en fait, l'imagination, ça pouvait fonctionner, qu'on avait le droit, tu vois, de la mettre sur le papier, quoi. Ouais, Alors d'accord. que je pense que je m'étais un peu interdit, c'est comme c'était un devoir à faire, tu vois. Et on va dire qu'étant jeune, ça s'est arrêté là, l'écriture, tu vois. J'ai vraiment pas vraiment beaucoup écrit quand j'étais gamin, quoi. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que dans le cadre scolaire, bah, il y a un cadre justement, et on se sent obligé de rester dedans. Et effectivement, si on est en dehors, ça peut poser des problèmes. Je comprends bien. La poésie, t'y es venu comment, finalement? Pourquoi la poésie? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Ouais, alors là, en revanche, il y a eu vraiment un avant et après. Pareil, hein, à l'école, je me souviens avoir appris des poèmes, des poésies, des récitations, tu vois. Mhm. Bon, Les ça me... récitations, on parle plus de ça maintenant. Ah, mais je sais pas, moi je me rappelle de Ah ce ouais, mot, ouais, quoi. les Mais j'ai récitations. 45 ans. Pas mieux. Ah oui, des récitations, quoi. Et je me rappelle que ça me... Bon, tu vois, ça me chamboulait pas, quoi, tu vois. Et en revanche, je sais pas, là je dois avoir 12 13 ans. Et dans la maison de famille, mon père déménage des cartons du grenier et il les laisse comme ça à disposition. Je sais pas trop ce que c'est et je vais fouiner dedans. Et je découvre 3 livres de Jacques Prévert, alors qui étaient Ok. tout poussiéreux, tu vois, un peu bouffés par les mythes et tout ça. Et, euh, et avant, alors je connaissais juste 2 noms, tu vois, par rapport à une poésie qu'on avait dû apprendre à l'école. Et je demande à mon père ce que sont ces livres. Et il me dit, bah ça, c'est des bouquins que je lisais quand j'étais gamin, quoi. Et du coup, ça, tu vois, ça m'épate un petit peu. Je les prends discretos, je les prends dans ma chambre. Et en les ouvrant, je m'aperçois qu'il y a des annotations, tu vois, qui Ouais. sont soulignées, Mhm. entourées, des petits trucs et tout. Et ce qui m'a emmené à la poésie, c'était juste la curiosité de découvrir mon père, en fait, tu vois. D'accord. Et à travers ce qu'il soulignait ou à travers ce qu'il a noté, ça me donnait des traits de sa personnalité, tu Ouais, vois. pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a Ouais, souligné ce mot précisément, cette expression? exactement. D'accord, Donc ça, ok. c'est la première approche. Et après, j'ai commencé à lire Jacques Prévert en me disant, bah, du coup, pour moi, quoi, je reprends du début, tu vois. Et là, j'ai pris vraiment une première claque parce que, justement, tu parlais du cadre et des contraintes et tout ça qu'on se met. J'ai découvert que cet auteur, ce poète, il se permettait tout en fait. Mm. Dans ses livres, il y avait des textes qui étaient longs, mais il y avait des textes qui faisaient 3 lignes. Il y avait des fois de l'absurde, des fois c'était au contraire très engagé. Ouais, c'était très très riche, et des fois avec des rimes, des fois sans aucune rime. Et là, je me suis dit, mais alors si lui,
qu'on apprend à l'école, il peut se permettre de faire tout ça, mais ça veut dire que moi, j'ai le droit aussi, quoi. Oui. Et en fait, ça a fait comme un déclencheur d'autorisation. En fait, tu as le droit de faire ce que tu veux parce que Jacques Prévert, il l'a fait, quoi. Tu vois. Là, tu avais quoi? Tu avais 13-14 Ouais, ans, tu m'as dit? 13-14 ans. Ouais. Ok. Donc là, tu étais dans la découverte, dans la lecture de la poésie. Tu es rentré par cette porte. Quand est-ce que tu as commencé à écrire quelques lignes sur un cahier? Bah, je pense que les premières lignes que j'ai commencé, ouais, les premières lignes, c'était d'abord en recopiant des textes de Prévert ou d'autres, parce que du coup, Mhm. après, j'ai tiré des fils. Euh, Ça a été ensuite en, en faisant une sorte de vieux mauvais copier-coller, recraché, tu vois, genre un petit remix D'accord. Tu prends pour par-ci par-là, tu voilà, recoller les morceaux et c'est ça. Et d'accord. puis Ouais. que t'envoies à des filles, à des copines, tu vois, genre, je suis un peu le poète du collège, quoi. Voilà. Et après, petit à petit, tu vois, tu commences à essayer de se centrer sur qu'est-ce que tu as envie de dire, comment tu peux le dire. Mais ça a été long. Je pense que j'ai d'abord beaucoup copié, plagié, tu vois, Ouais. avant de commencer à écrire vraiment pour moi. Et un truc, je serais incapable de te dire à quel moment je me suis dit, tiens, ce poème, il est vraiment 100% de Ouais. moi, quoi. Ça a dû être Alors très après, long. c'est ce qu'on fait un peu en musique, hein. On commence par là Mais aussi, hein. carrément. Et en Voilà, c'est le dessin. même process, hein. Mais bien sûr. Ouais. Sur ton site, on trouve 2 nouvelles Ouais. que tu as écrites. Mmh. Alors sur des thèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a une des nouvelles qui est assez terrifiante d'ailleurs. Ok. Alors, moi, ça me ramène, quand j'ai lu cette deuxième nouvelle, ça me ramène... Alors, j'espère que tu vas le prendre comme un compliment, On va parce que ça voir. me ramène des années et des années en arrière, dans les années... Ça doit être début 90 ou mi-90. Ok. Est-ce que tu te souviens de cette série, Les Contes de la Crypte? Ah, mais carrément. Voilà. Eh Ouais. ben, tu sais quoi, je verrai tout à fait cette nouvelle adaptée sur un épisode des Contes de la Crypte. Je trouve l'écriture, la mécanique du recommencement, Ouais. et puis la chute, Ouais. qui est vraiment super. Donc voilà, moi ça m'a fait penser au Conte de la Crypte. Les nouvelles, t'as commencé ça quand? Parce que ça, c'est bien plus tard. Ouais, mais là, tu vois, pour le coup, je me souviens assez bien au collège, genre cinquième, quatrième. J'étais toujours aussi nul en orthographe, tu vois, je commençais à découvrir la poésie et tout. Mais ça y est, je commençais à bien comprendre que écrire, ça pouvait aussi servir à raconter des histoires. Mhm. Et là, je me souviens qu'il y avait eu un concours au collège. Il fallait se mettre dans la peau d'un objet. Oui. Et ça m'avait vraiment, vraiment inspiré. Et je me souviens, alors je sais pas si j'ai fait gagner ou pas gagner, mais suffisamment pour pouvoir être exposé, tu vois, et tout ça. Et donc, ouais, écrire des histoires, ça, c'est arrivé, tu vois, à peu près au collège. T'as commencé à écrire deux, trois chansons? Les chansons, je dirais, Plus tard. peut-être 17-18 ans, tu vois, pareil. En fait, avec mon pote Sylvain, on a eu une guitare à peu près au même moment, qu'on apprenait les mêmes accords, tu vois, on apprenait les mêmes trucs. Et ça nous avait fait marrer d'essayer d'écrire une chanson avec les 4 premiers accords qu'on avait appris, tu vois. Donc je pense que la première chanson, c'est celle-ci, on l'a coécrite à deux, ça s'appelait L'homme moderne, je crois, un truc dans le genre. Et tu vois, lui, il garde tout, et il l'a quelque part, Il a tu encore vois. des Il a, textes? ouais, ouais, il l'a encore quelque part, il m'a filé des textes, il y a peu de temps, quoi, tu vois. Voilà, donc ça, c'est drôle, quoi. C'est des chansons d'adolescents. Et donc, ouais, c'est la première chanson écrite. Alors moi, je me souviens de quelques textes, parce que pour être honnête avec vous, on a joué ensemble. Ouais, Il y a déjà de nombreuses années, on faisait de la musique ensemble. ouais. Et je me souviens de quelques textes un peu écorchés à l'époque. Ouais, ouais, Il y avait ouais. des choses assez dures, hein. Ouais, en fait, je pense que bizarrement, autant c'était pas forcément le cas quand j'écrivais des histoires, des nouvelles, mais quand je me mettais en mode j'écris des chansons, Mhm. c'était toujours sur des thématiques assez mélancoliques. Peut-être parce que aussi, voilà, je sortais de l'adolescence, j'étais pas encore tout à Oui, fait c'est ça. adulte, tu vois, Ouais. donc, Mhm. donc ça parlait de pas mal de choses qui me tenaient à cœur, de suicide, de dépression. Les perturbations de l'adolescence. Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. ouais, Mais tout à qui fait. m'ont suivi, sont des thématiques qui m'ont suivi longtemps et qui sont même encore, que je traite plus de la même manière, mais qui sont encore très présentes finalement, que tu vois, presque 30 ans après. Ouais, Mm. d'accord. Ok. Oui, c'est vrai que on retrouve quelques bribes de ça dans ton Ouais, bouquin. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, écrire des textes chez soi, sur un cahier, écrire des chansons, c'est une chose. Ouais, Le présenter au public, c'en est une autre. carrément.
parce que déjà, il faut avoir le courage de le faire. Et puis surtout, on commence à se confronter au jugement. Ça a été quoi pour toi le premier pas? Alors, en préambule, hein, en fait, on se confronte au jugement, mais il n'y a jamais pire jugement que le nôtre, quoi, tu Ouais. vois. Moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, tu sais quoi, c'est de la merde ce que t'écris. Tu vois, alors peut-être qu'il le pensait, mais les Hmm. gens dans l'ensemble sont quand même assez bienveillants, contrairement à nous avec nos propres textes, quoi. Euh, Moi, ça a été assez progressif, on va dire que j'ai commencé vraiment à écrire sérieusement au sens de me dire, tu vois, écrire comme une activité quotidienne en 2019. Et je me suis rendu compte que ce qui était un vecteur de motivation, c'était de partager ce que j'écrivais, Ouais. donc de faire lire. Mhm. Et c'est là que je me suis lancé un défi. Je me suis dit, bah, tiens, pendant un an, pour m'imposer, tu vois, une rigueur d'écriture, je vais créer des comptes sur les réseaux sociaux, donc tu vois, des comptes dédiés à l'écriture. Et je vais annoncer que 2 fois par semaine, je vais publier quelque chose. Donc c'était en gros le mercredi, une petite vignette créative avec des jeux de mots, quelque chose un petit peu d'assez humoristique. Et tous les dimanches, un texte, un poème, quoi. Et en l'annonçant, ça t'oblige à, tu vois. Et je me suis rendu compte que ça m'a mis dans une posture de savoir que j'allais être lu. Ouais. Je Et vois du ce que tu veux dire. coup, d'une part, ça peut être un peu effrayant, mais moi, ça m'a vachement motivé parce que ça me permettait d'avoir un but, quoi, tu vois, d'écrire dans le but de partager quelque chose. Le public du slam, alors tu as un peu répondu un petit peu avant, mais moi je connais pas bien ce milieu. Il est plutôt accueillant, il est plutôt bienveillant, il te pousse ou il est un peu dur quand même? Le slam, ça a été encore une autre démarche. Le slam, ça a été le moment où ça faisait plusieurs mois que vraiment je me tenais à cette écriture quotidienne et que je partageais mes textes sur Internet Mhm. et que j'ai décidé d'essayer d'aller sur Ouais. une scène ouverte slam, une scène ouverte poésie à Bordeaux, pour voir ce qui se passait au moment de présenter ce texte non plus de manière écrite, mais de manière orale. Et donc de monter sur une scène devant un micro et de dire ton texte. Donc là, c'est une autre démarche, mais vraiment, et j'en ai fait plusieurs après avec plusieurs organisateurs, à chaque fois, c'est hyper bienveillant, quoi. C'est-à-dire que les gens qui viennent assister à une scène ouverte slam ou une scène ouverte poésie, c'est des gens qui font la démarche de venir s'asseoir pour écouter les autres. Et donc forcément, ça se passe toujours très très bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les niveaux sont mélangés, quoi. Tu vois, tu vas te confronter à des gens qui sont hyper, tu vois, poussés dans leur manière d'écrire, dans la manière de déclamer leur texte, et puis des gens qui viennent juste timidement lire sur leur téléphone, tu vois. Et tout ça, ça se mélange hyper bien. Ouais, et puis en plus, le slam, tu es complètement à poil. C'est-à-dire que tu es, devant un public, t'as pas de zikos, t'as Voilà, rien. t'as rien. En plus, si effectivement tu fais un peu de poésie, donc le rythme est un petit peu lent. Puis j'imagine que t'as rien pour te guider, comme quand, je sais pas moi, tu fais un sketch ou tu as des rires qui peuvent te guider, ça marche pas. Là, tu te lances et puis ben voilà, hein, tu vois à la fin si ça fonctionne ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Alors pour concrétiser ton travail, tu as écrit 3 recueils de poésie, Ouais. voilà. Et si tu me le permets, j'aimerais lire un des textes qui, moi, me parle particulièrement Ah, je suis curieux de voir lequel tu as choisi. et qui me permettra de faire une petite dédicace à des amis qui se reconnaîtront. Ce texte est Miss Lali. Oh, très bien. La délicate Miss Lali, après 3 verres de tequila, provoque la colère de Kali et les chevaux d'Attila. Elle fait la liste de mes délits, je les avale jusqu'à Lali. Elle déballe mes anomalies jusqu'à faire sonner la Lali. C'est violent comme un coup d'état, Lali n'est plus une Lolita. Face à l'absence de Miss Lali, je fonds comme les montres de Dali. Je m'enlaidis sans Miss Lali, sans Miss Lali, je pâlis. C'est violent comme un coup d'état, Lali n'est plus une Lolita. C'est qui cette Lali? C'est un personnage imaginaire, Ouais. complètement imaginaire. Euh, c'est un texte où je voyais, en fait, j'avais envie de parler, je sais pas si ça se perçoit, mais de la relation père-fille, en fait. Et du fait que quand tu as un enfant, tu maîtrises pas de comment elle grandit, quoi, tu vois. C'est exactement comme ça que je l'ai C'est ressenti. vrai? Ouais, et c'est pour ça qu'il me parle un peu plus que les autres, celui-ci.
Vous en avez fait une chanson? Et du coup, ce texte-là est une chanson qui n'est pas dans l'album, mais qui est sur notre chaîne YouTube et qu'on chante encore en concert. Et là, tu as l'exemple type de, tu vois, j'avais ce texte, j'ai travaillé la mélodie à la guitare, et en le présentant à Pauline, c'est devenu une chanson, c'est que un piano-voix aujourd'hui, tu vois. Donc D'accord. ça nous montre bien notre collaboration, tu vois. On retrouve plein de choses sur ton site, hein. Moi, je mettrai les liens vers le site, évidemment, Vincent-Pessama. Ouais, c'est ça, .com. Ouais, c'est ça. On retrouve des extraits de concerts de Lueur. Ouais. L'album est disponible également sur les plateformes de streaming, Ouais, il me semble. l'album, ouais, tout Spotify, Deezer, Deezer, etc. YouTube, Apple Music, tout ça. Qui dit écriture, qui dit poésie, dit rime. Qui dit rime, dit chanson. Ouais. C'était naturel pour toi de chanter tes textes? Ouais. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis du temps à comprendre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas compris tout seul. Euh, je te parle pas du fait d'écrire quand tu es dans un groupe de musique pour ados avec tes potes et tout. Tu vois, t'écris un peu pour tout le monde. Voilà, ça c'est. Mais moi, le déclic, ça a été donc quand j'ai commencé à faire du slam, à faire un peu de scène comme ça, à présenter mes textes, assez vite à la maison uniquement. J'ai commencé à attraper une guitare et je me suis de me trouver d'un peu des mélodies et puis tu vois, je me la jouais à grand corps malade quoi. Tu vois, ah ben tiens, avec de la musique, c'est pas mal et tout, mais je chantais pas. Et je crois qu'on est en 2020, ouais c'est ça, 2020, je rencontre Pauline, donc Pauline André, donc ma complice dans Lueur. Et Pauline, son métier c'est la musique, c'est le chant quoi. Elle pour le coup, elle a fait le conservatoire, enfin tu vois, c'est vraiment son domaine. Moi tu vois, je suis autodidacte en tout. Et j'avais l'envie de lui présenter mes textes slamés en m'accompagnant quoi, tu vois. Mhm. Et c'est elle qui m'a dit mais pourquoi tu chantes pas? C'est Et elle moi, qui t'a amené à ça. ouais, et je lui dis, mais moi, je chante pas parce que je sais pas chanter. Enfin, tu Mhm. vois, si je fredonne dans ma douche, quoi. Et en fait, elle m'a convaincu d'essayer. Puis elle m'a donné des exercices vocaux. Elle m'a dit, il faut juste que tu découvres ton territoire vocal. Enfin, voilà. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que non seulement ça me plaisait, mais que j'aimais ça, quoi. Et que mon identité d'artiste, elle passait en fait aussi par la chanson. Et ça, du coup, c'est hyper récent. Je te dis 2020, 2021. Ouais, c'est ça, 2020. D'accord. Vous avez sorti cet album qui Ouais, s'appelle Étrange Paradis. ouais. Il y a quoi comme influence derrière cet album? Je dirais qu'il y a la rencontre de deux univers. On est tous les deux, on aime beaucoup la chanson française. On aime beaucoup. Alors Pauline, elle est pianiste. Alors pas que pianiste, mais elle est très très bonne pianiste. Donc les compositions de William Scheller, par exemple, tu vois, ça lui plaît beaucoup. Moi, j'adore sa poésie. On aime des artistes comme Jean-Louis Murat aussi. Donc la chanson française, assez un peu exigeante. Moi, j'aime beaucoup Dominique A. Donc de la chanson française qu'on va qualifier souvent de poétique par rapport aux univers développés et aux thématiques. Mais aussi bien elle que moi, on aime beaucoup, beaucoup aussi le trip-hop, on aime beaucoup le rock indépendant. Voilà, donc même si ça se ressent pas forcément, il y a des influences de Radiohead, il y a des influences de groupes de trip-hop, de trucs un peu atmosphériques, voilà. Et Pauline, elle adore travailler aussi sa voix, elle fait beaucoup de chœurs et ça aussi, ça se retrouve dedans. Donc ce qui fait des ambiances c'est de la chanson française, mais avec par moments des grands passages plutôt instrumentaux ou un peu cinématographiques, quoi. Ouais, d'accord. Alors, tu vas répondre à une question, parce que écrire des bouquins, il faut savoir raconter des histoires, il faut savoir, il faut avoir les idées, déjà, il faut savoir les organiser, il Mhm. faut savoir les écrire, il faut savoir passionner les lecteurs. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Ça, ces petites choses-là. Il faut savoir raconter des histoires, mais il faut aussi savoir chanter, il faut savoir jouer d'un instrument. Pour moi, ça, c'est le Graal. Ah ouais, toi, c'est le Graal. Ouais, pour Ouais. moi, ça, c'est le Graal. Qu'est-ce que tu ressens la première fois où on t'appelle, on te dit, voilà, ton album, il est prêt, ta pochette, elle est faite, et que tu tiens ça dans tes mains pour la première fois? C'est quoi les sensations? C'est quoi les sentiments? Euh, Tu vois, c'est un peu, ça va être un peu contradictoire ce que je vais te dire, et ça a été le cas avec les livres, hein. C'est que ton cerveau, d'un côté, il a
une énorme satisfaction, tu vois, dire: «Oh, c'est là, ça y est, c'est arrivé au bout de quelque chose». Mais en fait, c'est tellement long comme processus que, déjà, tu es déjà un peu passé à autre chose parce que quand ton disque il sort, toi, tu es déjà sur d'autres projets qui sont en création. Donc tu vois, c'est plus l'actualité du D'accord. moment, Mmh. créatif, quoi. Mais ça devient l'actualité du moment sur, la promotion et la commercialisation. Et en même temps, tu vois, il y a en fait, ça a pas été moi, je pense que c'est pas quand je l'ai reçu, ça a été surtout quand j'ai écouté pour la première fois toutes les pistes, masterisées, quoi. C'est-à-dire D'accord. vraiment, ça y est, là, c'est terminé, c'est un format audio, passage radio, tu vois? Et que je me suis mis au casque, que j'ai écouté et je me suis dit: «Waouh, en fait, là, ça sort de nous, ça». Voilà, c'était là vraiment que je me Ouais. suis dit que Là, ça s'est ouais, concrétisé c'était vraiment concret, et quoi. tu kiffé. Ouais, 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 carrément, ouais. C'est toi qui composes, à la guitare? Alors là, sur ce disque-là, et sur Lueur, dans l'ensemble, on va dire que la plupart du temps, moi, j'amène à Pauline des chansons qui sont la plupart du temps déjà écrites et déjà composées, on va dire, un peu comme un brouillon, un peu comme une esquisse, tu vois? Donc Mmh. souvent à la guitare, quelquefois au piano, mais souvent guitare. Et Pauline, son talent, c'est le talent, de l'arrangement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce brouillon-là, elle va travailler, ben, déjà comment les voix, elles vont venir, se compléter. Elle va apporter des arrangements au niveau des instruments, au piano, enfin c'est ce qui va faire, moi je dis, c'est ce qui va embellir, tu vois, la chanson. Après, on a, alors sur cet album-là, il y a une chanson, qu'on a écrite tous les 2, qui s'appelle «Étrange paradis», qui est le titre du disque, on a fait l'inverse de d'habitude, on est parti tu vois, d'une composition d'ailleurs pareil, elle a eu une petite idée et puis on s'est fait aider de Romain Castagnier qui a mixé et masterisé l'album. Il a aussi travaillé, sur la composition de cette chanson-là. Mmh. Et donc là, on a dit: «Bon allez, on va l'écrire tous les 2». Et ça, c'est une super expérience. Et puis il y a une autre chanson qu'on fait uniquement sur scène, qu'on a coécrite aussi. Donc tu vois, on est peut-être en train d'arriver, le futur nous le dira, mais dans un moment où on va coécrire des chansons et ça va peut-être nous emmener sur d'autres univers aussi, quoi. D'accord. Si tu me permets, je vais faire un lien avec mon expérience personnelle. Ouais, J'ai grandi avec la musique. Mes parents OK. écoutaient de la musique. J'ai connu, toi aussi sûrement, l'arrivée des Walkman Ah ouais, à carrément. cassette. Donc, Ouais, je partais au collège avec la musique. ouais. J'ai fait de la guitare pendant des années. Je suis venu après au piano. Mais, alors autant reproduire ce que j'entends ou ce qu'on m'apprend, c'est OK. Composer, j'y arrive pas. J'y OK. arrive pas du tout. Toi, tu fais des ateliers sur le processus créatif et Ouais. tu présentes même une conférence sur le sujet. Ouais, alors en fait, déjà, ça fonctionne sur des choses assez simples. Comme tu vois, on l'évoquait tout à l'heure, le point de départ, c'est que on a tous des blocages intérieurs, quoi, qui font que on va avoir du mal à créer ou du mal à imaginer, parce qu'on va se juger, parce qu'on va trouver que d'autres font mieux, parce qu'on pense qu'on n'a pas d'imagination, et cetera. Et en fait, on s'aperçoit en travaillant, avec des groupes, donc quand je dis avec des groupes, je travaille en atelier d'écriture, par exemple, avec aussi bien des enfants que des seniors, tu vois? La palette, elle est très, très large. Que quand tu mets un cadre bienveillant et que tu mets en place des jeux d'écriture, donc tu passes au mode ludique et que dans ces jeux d'écriture, tu vas y mettre des contraintes qui sont, tu vois, souvent organisées par rapport à des objectifs que toi tu as pour emmener les gens sur certains territoires. En fait, tu as quasiment pas d'échec, quoi. Parce que si tu accompagnes bien les gens, si tu les rassures, si tu leur fais passer un bon moment et que tu utilises des outils qui sont propices à la créativité, tu t'aperçois que tout le monde est capable de créer. Tu rajoutes à ça l'intelligence collective, tu vois? Le fait qu'il y a une émulation, tout ça et en atelier, je veux dire, c'est extrêmement rare que tu aies des échecs. Tu m'as invité gentiment à ta conférence. Je trouvais ça super intéressant. Ouais, OK. Euh, Effectivement, tu as donné plein de pistes que je vais m'empresser d'explorer. Ouais. Euh, j'ai bien aimé cette conférence, c'était très intéressant et je suis pas le seul. D'accord? Je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je te laisse aller OK. voir Alors attends, je vois sur, que là, sur la il y a vidéo en des question. Ouais, vidéos. vas-y, tu cliques sur la première. La première? Ouais. OK. Je l'ai trouvé génial. Il y a un passage que j'ai particulièrement aimé. C'est quand il a joué du Sansula. C'est ça.
C'est ça le nom de l'instrument, ouais. J'ai trouvé ça super de pouvoir fermer les yeux, d'entrer dans une petite méditation très courte qui nous a amené à faire quelques projections sur les mécaniques de créativité dont parlait Vincent. Étonnant, étonnant. C'était tout doux, c'était inspirant, on a appris plein de choses et moi j'ai la limite presque qu'une envie, c'est de le refaire pour noter les choses, retenir. Voilà, il est hyper pédagogue avec sa jolie voix là qui t'emmène voyager. Voilà, j'ai vraiment trouvé bravo Vincent, c'était vraiment extra quoi. Merci pour ce partage. C'est un performeur. Il passe de l'explication aux neurosciences à la lecture de ses poèmes. Il y a plein d'humour parce qu'il est vrai, il est juste. Et puis après, on passe, puis il nous fait écouter des chansons dans un autre univers. Donc moi, j'ai vraiment été totalement embarquée. Il me donne la prochaine conférence. Ah ouais, carrément. Ça t'a coûté cher? Je n'ai pas payé les gens. T'as pas payé les gens? Ça te fait quoi d'entendre ça? Bah, déjà, moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les compliments. Alors là, c'est vraiment à très haute dose. Donc, mais ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Ça a été... j'ai eu beaucoup de retours après cette conférence. Beaucoup de retours hyper positifs. Et si tu veux, ça m'a permis de me rendre compte que ça avait du sens de vouloir faire passer ce message, quoi. Quand je reçois des mails, tu vois, quelques jours après en me disant, ben tiens, ça m'a donné envie de créer, ah ben tiens, je me suis remis à faire ça, ah tiens, je me suis inscrit à un atelier d'écriture. Enfin, et ben, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais une mission, tu vois, et que ben, elle était atteinte, quoi. Tu vois, Bah oui, c'est ça, parce que c'est le but. Ouais, finalement, ouais. c'est Bah, oui, c'est ça, le message, il est double, quoi. C'est de dire, en fait, à tout le monde, on a les outils pour inventer, pour créer, c'est à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est une richesse, c'est un vrai trésor qui nous appartient et qu'on ne peut pas nous prendre, quoi. Et donc, je suis convaincu qu'on peut changer le monde par l'imagination et par la création, quoi. D'accord. Un des spectateurs de la vidéo parle du sensula, c'est ça? Ah ouais, Sensula. alors tu as exposé ouais, tous tu les peux instruments. nous montrer un petit peu? Ouais. Alors, c'est cet instrument-là, qui est un instrument pas facile à jouer d'une main. Alors du coup, je peux poser... tu le prends? Ouais, bouge pas, regarde, on va s'organiser. Ok, moi je comprends le côté méditation. C'est un instrument que tu utilises dans un de tes ateliers ou spectacle, je sais pas trop comment le décrire. La sieste musicale. Ouais, c'est plutôt un spectacle. Ouais. Tu veux que je prenne mon micro peut-être? Oui, s'il te plaît. Ouais. Voilà, comme ça on t'entend mieux. La sieste musicale. Ouais, effectivement, c'est un instrument. Alors, c'est un instrument que j'utilise dans diverses occasions. Il m'arrive de l'utiliser en atelier d'écriture. Je l'utilise dans la conférence aussi, effectivement. Et je l'utilise dans un spectacle qui s'appelle Sur mon nuage. Et ce spectacle, c'est une sieste musicale. Donc, en quelques mots, une sieste musicale, c'est un moment où le public est installé dans des transats, des coussins, sur des matelas, bref, installé confortablement. On installe des petites lumières tamisées. Enfin voilà, on fait en sorte que l'univers soit vraiment propice à la rêverie. Et pendant 40-45 minutes, je vais jouer différents instruments. Il y en a quelques-uns qui sont là. Je vais réciter quelques-uns de mes poèmes qui sont souvent extraits des livres. Il va y avoir de la déambulation aussi. Et on va terminer en chanson. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait une progression. C'est emmener les gens rapidement à se détendre, les faire entrer dans un univers un peu poétique. Et ensuite les réveiller, tu vois, de manière un peu sympa à la fin, quoi. Sortir un petit peu de... ouais. Comment vous vous sentez après cette séance? Alors, complètement planante. Oui, moi aussi. Vraiment détendue. Et puis, j'ai fait un petit voyage hors du temps et en même temps en étant dans l'instant présent, un peu comme une méditation, là, une relaxation. C'était très agréable. Si vous deviez la décrire en 3 mots? Poétique, méditatif, participatif. Envoûtante. Oui, c'est bien envoûtant. Hein? Oui. Un peu de magie. Tu vas nous présenter un petit peu ce que tu Ouais, avec utilises? plaisir, bien sûr.
Alors, on a quoi? On a Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par ici, exemple? on a un ukulélé. Ok. Euh, Ça vient d'où? alors, Explique-nous un petit peu. le ukulélé, c'est un instrument qui vient de Hawaï, mais qui Ok. initialement, en fait, a été emmené à Hawaï par les Portugais de l'île de Madère, pas sous cette forme-là, mais fait d'une petite guitare, tout ça, et qui sur place, après, a été retravaillé et dont les Hawaïens se sont emparés. Donc, c'est un instrument hawaïen qui est né autour des années 1850-1870. D'accord, ok. Ici, on n'est pas sur le même instrument. Ça, c'est quoi? Une petite guitare? Ouais, ça c'est une guitarlélé. Alors Guitarlélé. c'est la contraction de guitare et Ouais, de ukulélé, donc ok. guitarlélé. Ça c'était inventé par Yamaha. C'est aussi, on appelle ça une guitare de voyage. Donc concrètement, ça a le même nombre de cordes qu'une guitare classique. Elle va être beaucoup plus aiguë, mais si tu sais jouer de la guitare, tu sais jouer de la guitarlélé. D'accord. Alors que le ukulélé c'est 4 cordes et c'est pas du tout accordé de la même manière. Ouais, c'est ça, hein, c'est complètement, Il faut complètement différent. réapprendre des Ouais, accords si tu veux savoir jouer d'accord. dessus, quoi. Quand effectivement, tu déambules entre les matelas, je t'ai vu utiliser cette petite chose. Ouais, ça c'est merveilleux ça. Alors on va essayer de l'attraper et de le faire sonner un peu au micro. Ouais, ça c'est fabuleux, hein. Donc ça s'appelle un koshi. C'est de la famille des carillons, le koshi. C'est japonais? C'est Alors, asiatique? ouais, c'est vraiment une inspiration japonaise, mais c'est un instrument qui a été inventé par un Français, artisan et musicien qui habite dans les Hautes-Pyrénées. Ok. Et donc cet instrument-là, ce koshi, est fabriqué en France. Et il y en a 4, il a une gamme de 4 koshi qui sont accordés de manière différente et qui sont complémentaires. Tu crois qu'il s'est inspiré des cloches des vaches? Des Je Pyrénées? sais pas, Il y a je quelque sais chose, pas hein? du tout. Et c'est vrai Si elles quand avaient tu ça dis. autour du cou? Ouais, exact, exact. Très bien. Et puis alors là, je vois quelque chose de très imposant. Ouais. Donc Ici. là, on a un handpan. Un handpan? Ouais, alors attends. Tu Si on écris peut ça comment? Alors, H-A-N, P-A-N. Ok, hand comme la main, quoi. Ouais. Ok. Le handpan, tu dirais que ça vient de quel pays, toi? Moi, je vois bien les îles, les Caraïbes, quelque Caraïbes. chose comme ça, non? Ouais, et ben écoute, tu sais quoi? Moi, je pensais que ça venait de Turquie parce que j'avais vu qu'il existait des handpans, enfin, avec des sonorités, tu vois, kurdes, turcs. Enfin, je me disais, bah, ça doit venir de là-bas et ça doit être un instrument millénaire, quoi. Et pas du tout. En fait, c'était créé dans les années 2000 par Ah des ouais, c'est artisans super récent. musiciens, ouais, et suisses, quoi. Ça vient de la Suisse. Ah oui, ça aurait pu très bien être un truc tibétain. Ah ouais, pas du tout. Non, pas du C'était tout. très très surprenant, vraiment. Ok. Et en fait, effectivement, ils se sont inspirés du steel band, tu sais, cet instrument caribéen où on tape avec des, Oui, tu vois. cette espèce de bidon creux, Ouais, c'est ça. et tu tapes avec des... Ouais. Puis d'autres baguettes. choses. Et ils ont inventé cet instrument-là qui aujourd'hui, enfin, inonde la planète, quoi. On commence à en voir beaucoup. Ouais, carrément. Tu utilises également guitare. Ouais, une guitare Ah. folk qui est là-bas, qu'on verra tout à l'heure. Bon, ok. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Il y a 6 instruments au total. Tu vas nous faire l'honneur d'interpréter un de tes textes en chanson. Ouais. Magie de la vidéo, on va claquer des doigts. On va se retrouver dans le superbe studio d'entrevue. Merci Vincent. Bah, avec plaisir, C'était merci un à réel toi. plaisir, vraiment, de te recevoir et de pouvoir te partager cette petite bulle bienveillante et agréable. Donc, je te dis à très vite. Ouais, à On très y va? vite. 3, 2, 1. Un cobra joue les gros bras, attablé dans un troquet. Toute la soirée, il y boit du piton bière bon marché. Ex-dollar condamné pour une vieille histoire de pommes. Il a passé tant d'années prisonnier d'un vivarium. Il récite aux passants des poèmes envenimés, des
les auteurs assommants, les serpents assommés. Le matin, ils se traînent en essayant d'oublier les morsures et la peine, les couleuvres avalées. Le mal aimé fait peur aux gens. Le mal aimé depuis trop longtemps. Il fait peur aux gens. Le cobra tatoué fait sa mue sur le comptoir. Il finit même par avouer c'est un accro notoire. Le venin qu'il s'injecte, ça l'aide à oublier les souvenirs infects et les rêves écaillés. Le mal aimé fait peur aux gens. Le mal